Bienvenue dans une nouvelle vidéo et je vais vous faire un comparatif entre 3 pays. 3 pays qui sont chers à mon cœur, l'un parce que j'y suis né et les 2 autres parce que j'y ai vécu en tant qu'expatrié. Et j'avais déjà fait une vidéo il y a à peu près 2 ans, alors que j'étais au Qatar, pour le la coupe du monde, 2022. J'ai travaillé sur un projet hôtelier et aujourd'hui, je vais vous faire donc cette vidéo avec, on va dire 2 années de recul et puis je vais le faire, d'un point de vue d'un expatrié. C'est-à-dire que la dernière vidéo que j'avais fait, donc comparatif Arabie Saoudite, les Émirats et le Qatar, je m'étais beaucoup intéressé à la culture, je m'étais beaucoup intéressé aux populations et je m'étais aussi intéressé à la géographie. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vraiment essayer de me placer du point de vue d'un expatrié, musulman ou non, qui vient s'installer, qui veut s'installer, donc qui envisage, il est français et il envisage de s'installer soit en Arabie Saoudite, dans une grande ville, donc Riyad et Djeddah, j'ai pris comme référence, soit aux Émirats Arabes Unis et j'ai pris comme référence Dubaï. Donc l'idée, c'est de savoir si on avait un match entre la France, on va dire les grandes métropoles françaises, les grandes métropoles, saoudiennes et la plus grande métropole, on va dire, c'est pas la plus grande en termes de richesse parce que c'est Abu Dhabi, mais la plus grande en termes d'offres et de travail, quelle serait la métropole qui gagnerait? Ou est-ce que si aujourd'hui, je cherchais un boulot ou si aujourd'hui je voulais lancer un business, parmi ces 3 pays, où est-ce que j'irais m'installer? Donc on va essayer de répondre à cette question à travers ce petit tableau que je vais vous présenter. Alors d'abord, je me suis intéressé, parce que c'est une priorité pour beaucoup de parents, aux activités pour enfants et vous remarquerez que j'ai mis 15 pour Dubaï. Alors Dubaï foisonne d'activités, il y a énormément de choses à faire, il y a énormément de parcs d'attractions, de musées, d'aquariums, de choses qui sont basées sur la science ou sur les arts islamiques. Et puis plein de petites activités pour les enfants un petit peu partout. Par contre, voilà, c'est une ville nouvelle, donc effectivement, il y a beaucoup de choses, mais ça reste, selon moi, encore un petit peu superficiel. Donc effectivement, c'est un hub, c'est super connu, et c'est super pour aller en famille, vos enfants vont adorer, mais n'empêche que je ne mettrai que 15 et pas davantage. Pour l'Arabie Saoudite, encore une fois, je vous parle de grandes villes qui peuvent rivaliser avec Dubaï, c'est-à-dire Jeddah ou alors Riyad. Vous remarquerez que je n'ai mis que 12. 12 parce qu'en fait, l'Arabie Saoudite a encore un peu de retard sur Dubaï et du coup, a une offre pour les familles et pour les enfants qui est encore un petit peu, inférieure à celle de Dubaï. Donc je dirais que Jeddah et Riyad, ça ressemble davantage à Abu Dhabi ou à Sharjah. C'est un petit peu la même chose, mais on est encore un petit peu en retard par rapport à Dubaï, même si le pays est en train de rattraper son retard. Et du coup, vous, si vous voulez vous expatrier en Arabie Saoudite pour y créer un business, bah, là, vous avez une petite opportunité parce que vous avez un manque, pour évidemment un pays où il y a énormément d'enfants, puisque la moyenne, le taux de fécondité, il est à peu près de 4 femmes par enfant. Du coup, vous avez une grosse demande, une énorme demande et puis encore une offre qui ne répond pas encore tout à fait et qui, n'est pas tout à fait encore alignée avec la demande. La France. La France, selon moi, quand je vous parle encore une fois de la France, je vous parle des grandes métropoles françaises, je dirais qu'elle est loin devant. Elle est loin devant Dubaï, si vous vivez par exemple à Bordeaux ou à Paris, vous êtes loin devant Dubaï et vous êtes loin devant, encore plus loin, devant, Djeddah ou, devant Riyad. Pourquoi? Beh, évidemment, non seulement on a beaucoup plus de musées, si à Dubaï, vous avez une vingtaine de musées, vous allez en avoir peut-être 200 ou 300 musées, dans les grandes métropoles en France, si ce n'est plus. D'accord? Plus vous avez, pour les activités pour enfants, vous avez le système des associations, qui proposent vraiment à petit prix des activités sportives ou des activités culturelles pour vos enfants. Vous avez évidemment, tout ce qui est les balades en forêt, les balades, au bord de si vous avez, vous êtes à Bordeaux par exemple, ou si vous êtes dans le sud de la France, ou même si vous êtes à Paris, vous êtes à 2 heures de route de la mer, vous avez les promenades, sur la plage.
Les promenades en forêt, les promenades en vélo, bref, il y a énormément de choses à faire et je pense que la France est l'un des meilleurs pays au monde à ce niveau-là et s'il y a une chose où la France a encore beaucoup d'avance sur le reste du monde, c'est pour ce qui concerne la vie de famille. Maintenant, parlons de la culture et de l'histoire. C'est-à-dire que quand on est dans un pays, on y est aussi pour se cultiver, pour, connaître la culture et il y a des cultures qui sont plus ou moins anciennes, qui sont plus ou moins préservées. Alors, Dubaï, aux Émirats arabes unis, j'ai mis que 10. Alors c'est vrai que Dubaï essaye beaucoup de promouvoir la culture bédouine ou la culture arabe, mais au final, c'est une culture qui est, comment dire? Qui est relativement pauvre. On n'est pas non plus en Égypte, on n'est pas non plus en Syrie, bien que la Syrie ait été, en grande partie, détruite. On n'est pas, dans des pays comme l'Algérie ou le Maroc ou la Tunisie, où il y a une histoire qui est multimillénaire. On est quand même sur, des histoires, c'est-à-dire que cette zone-là, du Golfe, c'est-à-dire les Émirats, c'était une zone qui était ultra périphérique, avec des petites principautés, mais qui n'avaient pas une grosse, importance au plan culturel ou économique. Ça va devenir c'est devenu un des pays qui sont devenus importants aujourd'hui sur le plan économique. Pourquoi? C'est grâce au pétrole. Mais à l'époque, avant que le pétrole ne soit découvert, c'était des lieux de passage, il y avait des comptoirs commerciaux, mais c'était pas des lieux, si on compare par exemple au Caire ou on compare avec Damas ou on compare avec, Istanbul en Turquie, on est très, très loin ou Marrakech ou Fès, ou, toutes les grandes villes d'Algérie ou même, la France avec toutes ces grandes villes historiques, on est vraiment très loin. Donc je n'ai mis que 10 parce que à mon a et i c'est un pays aussi qui laisse assez peu de place à la nature. Donc qu'est-ce que vous avez? Vous avez la mer, vous avez le désert et puis vous avez des parcs artificiels qui ont été créés, grâce à l'irrigation. Maintenant, Djeddah et Riyad. Alors, j'ai mis 16. C'est vrai qu'on pourrait penser que c'est un profil qui ressemble davantage aux Émirats, mais ce serait oublier que l'Arabie Saoudite, le fait que ce soit le pays qui a accueilli les 2 lieux saints, eh bien, c'est un pays qui a énormément d'histoire. Tout d'abord, il y a une histoire pré-islamique, c'est-à-dire que c'est l'un des pays qui est, aux fondations de la culture arabe et de la culture bédouine, mais c'est aussi un pays qui a été, hem, comment dire? Au courant de différentes cultures avec la culture yéménite et puis qui aujourd'hui encore avec, la présence des 2 lieux saints, le fait de pouvoir faire sa Ramadan régulièrement, le fait de pouvoir aller à Médine et de visiter des lieux où le prophète, a pu se promener, où le prophète, il y a des moments historiques, il y a des moments de l'histoire de l'islam qui sont préservés et qui sont encore importants en Arabie Saoudite et pour ça, pour un musulman en tout cas, mais même pour un non musulman, parce qu'aujourd'hui l'Arabie Saoudite est en train d'essayer de promouvoir son histoire et sa culture, notamment tout ce qui concerne les villes qui étaient les civilisations pré-islamiques, eh bien, il y a énormément de choses à voir et de choses à faire. Maintenant, on est quand même en termes de culture, malgré le fait qu'il y a la présence des 2 lieux saints, on est quand même à mon sens en termes de diversité, l en deçà de ce qui existe en France. En France, encore une fois, je vous le rappelle, il y a ce qui s'est passé avant le christianisme, il y a, la culture chrétienne, il y a la culture romaine, il y a la culture phénicienne, il y a la culture franque, il y a, la Renaissance, les monarchies avec, la royauté, l'une des royautés les plus puissantes en Europe occidentale et du coup, la France, il faut le reconnaître, est vraiment un pays qui a une richesse culturelle préservée qui est énorme. Vous allez dans n'importe quel village, vous allez trouver quelque chose d'historique. C'est impressionnant. Vous vous promenez, vous êtes en voiture, vous allez régulièrement voir des sites qui sont protégés ou des sites historiques. Donc il y a un patrimoine qui est énorme et qui est quasiment inégalé encore une fois dans le monde. Maintenant, parlons des infrastructures, et de la modernité des infrastructures, la praticité des infrastructures. Aussi bien des infrastructures, administratives que les infrastructures commerciales, les infrastructures autoroutières, les transports, hem, la qualité, la modernité, des commerces,
et de tout le système avec internet et compagnie. Comment est-ce qu'on peut comparer ces 3, on va dire, si je vis dans une grande métropole, française ou dans une grande métropole, en Arabie Saoudite ou à Dubaï? Dubaï, je lui ai mis 18/20 parce que pour moi, ce qui se fait à Dubaï, c'est au top du top de ce qui se fait dans le monde. Et je vous parle des autoroutes, je vous parle des métros, des trains, dans l'administration, tout a été informatisé, digitalisé. Le temps qu'il faut pour créer sa société, le temps qu'il vous faut pour avoir votre visa, pour faire vos démarches, quand vous êtes dans les commerces, le fait de pouvoir appeler à n'importe quelle heure du jour, de la nuit. Là, vous voyez, je suis aux Arcs, les Arcs 1600, donc heu, en Savoie, et à un moment donné, il était 22:00, je m'étais reposé et j'ai voulu sortir pour faire quelques courses. En fait, tous les commerces sont fermés. Alors c'est vrai, c'est une petite ville, mais c'est une ville quand même qui est touristique. Mais là, ce qui est étonnant, c'est qu'à Dubaï, c'est 24/24. La plupart des commerces, des épiceries, des restaurants, vous pouvez, commander à n'importe quelle heure et vous aurez toujours, la possibilité de faire quelque chose si vous avez envie de sortir, peu importe l'heure. D'accord? Donc ça c'est la force de Dubaï. Maintenant pour l'Arabie Saoudite, notamment Jeddah et Riyad, eh bien on est assez proche de ce qui se fait à Dubaï, mais c'est encore le pays est beaucoup plus grand. Rappelez-vous que l'Arabie Saoudite, c'est 4 fois les dimensions de la France. Donc évidemment, pour pouvoir moderniser l'ensemble du pays, ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais n'empêche que les autoroutes sont nickel, elles sont neuves. Aujourd'hui, vous avez des moyens de transport comme le métro, comme le train, qui vous permettent d'aller rapidement. Par exemple, en une demi heure, vous allez de Jeddah jusqu'à la Mecque, et puis en l'espace de 2 heures, vous êtes, de Jeddah, vous allez à Médine, la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous avez, en termes de commodité, énormément de choses aussi, dans les grandes villes saoudiennes, et c'est super pratique. Des tas de restaurants, des tas de marques aussi qui n'existent même pas en France et dont, les Français n'ont jamais entendu parler. Et tout ça évidemment, ce qui est bien aussi, c'est que tout ça c'est halal. Et ça c'est super parce que nous, quand on est en France, en vérité, il y a 90 des restaurants, dans lesquels on peut pas manger. Même si aujourd'hui il y a de plus en plus de restaurants halal qui sont en train de s'ouvrir, bah, la France n'est pas un pays, à majorité musulmane. Les musulmans sont une petite minorité, donc ils représentent à peu près, peut-être, 15 de la population, et du coup, eh bien, il y a 15, on va dire, des commerces ou des restaurants qui, s'adressent, à la communauté musulmane. Donc, ça, c'est pas un problème en Arabie Saoudite, vous pouvez manger n'importe où et vous aurez, la nourriture qui est halal et de très bonne qualité parce que vous avez de la cuisine. Pareil que c'est comme à Dubaï, vous avez la cuisine du monde entier, la cuisine indienne, la cuisine arabe, la cuisine égyptienne, la cuisine syrienne, turque, la cuisine française, la cuisine italienne. C'est vraiment, il y a vraiment en Arabie Saoudite ou à Dubaï, une offre foisonnante. Mais, l'Arabie Saoudite reste encore un petit peu en retard, mais est en train de rattraper très rapidement son retard et prend vraiment modèle sur les Émirats arabes unis et sur Dubaï en particulier. Maintenant la France, au niveau des infrastructures, je vous parle là encore une fois des très grandes villes. Bah, la France en fait est meilleure de mon point de vue que l'Arabie Saoudite. Bah, tout simplement parce qu'en France, vous pouvez vous déplacer en trottinette, vous pouvez vous déplacer en vélo, vous pouvez vous déplacer, en scooter ou en moto, alors qu'en Arabie Saoudite, ça reste encore difficile. Évidemment, il y a des motards en Arabie Saoudite, et aussi on peut se déplacer en scooter. Mais ça reste beaucoup plus dangereux quand même parce que le pays, n'a pas cette culture. Alors qu'en France, il y a cette offre, et même dans la plupart des grandes villes, vous avez des pistes cyclables, et au final, quand on regarde aussi même au niveau de la gestion des administrations, vous avez besoin d'un certificat de naissance ou de quelque chose, ou de n'importe quel, un casier judiciaire, vous faites ça, vous pouvez l'avoir en quelques clics. Une carte grise, vous pouvez aussi l'avoir en quelques clics. Donc la France a énormément progressé et c'est beaucoup modernisé. Donc je la mettrai quand même en dessous elle est entre Dubaï et puis l'Arabie Saoudite, avec quand même un petit avantage par rapport à l'Arabie Saoudite. Maintenant, parlons des salaires. Alors les salaires, à Dubaï et en Arabie Saoudite sont à peu près équivalents. C'est-à-dire que vous allez en moyenne gagner ce que vous gagneriez en France, plus vous avez ce qu'on appelle des allowances, c'est-à-dire des bénéfices en nature qui vont vous permettre de faire plus 30, plus 40, plus 50%, plus 60%, par rapport à votre salaire. Du coup,
Admettons qu'en France, vous gagnez 4 000 €, bah, si vous allez à Dubaï ou en Arabie Saoudite, vous allez gagner 4 000 €, mais les avantages en nature, ils peuvent quasiment doubler votre salaire. Du coup, les 4 000 € que vous allez toucher, en fait, vous n'avez pas trop besoin d'y toucher parce que votre logement est pris en charge, les frais de scolarité sont pris en charge, parfois la voiture de fonction est prise en charge. Il y a tout un ensemble et rien que le logement en France, bon, bah, ça représente un tiers minimum, voire plus du salaire et du coup, ça fait vraiment, baisser. Mais c'est ce qu'on va regarder par la suite. Donc j'ai mis que les salaires en France sont inférieurs, mais tout simplement parce qu'en France, il y a pas tous les avantages qui sont liés à la vie d'expatrié. Donc il faut être juste. Vous êtes en Arabie Saoudite ou à Dubaï, vous allez gagner plus qu'en France, parfois pas le pas le double, mais vous pouvez gagner le double. En fait, plus, vous avez des positions, managériales, dans la hiérarchie de l'entreprise qui est élevée, plus vous allez pouvoir doubler ou voire tripler le salaire. Mais on va partir, on va dire, d'un manager lambda qui débarque. En général, il va gagner plus ou moins, ils vont s'aligner avec le salaire, français. Ils vont peut-être rajouter un petit peu, donc on va dire que c'est peut-être 15 ou 20 de plus du salaire français. Mais en plus de ça, il y a des avantages en nature qui permettent de doubler qui permettent quasiment d'avoir le double du salaire, en France. D'accord? Maintenant, ce qui nous intéresse aussi, c'est l'épargne et vous allez voir que autant, Dubaï et puis les grandes villes saoudiennes, eh bien, ont des salaires qui sont équivalents, autant la capacité d'épargne, elle est pas du tout pareille. L'épargne à Dubaï, elle est extrêmement difficile. C'est-à-dire que vous allez gagner, pas mal d'argent, mais au final, vous allez quasiment tout dépenser et vous allez pouvoir ramener assez peu d'argent, sur votre compte en France ou en Suisse ou ailleurs si vous avez un compte à l'étranger. Du coup, vous allez peut-être pouvoir épargner, mais à partir du moment où vous avez de très gros packages et encore une fois où on passe à des cadres supérieurs. Donc les cadres supérieurs, étant donné qu'ils gagnent de très, très gros salaires, bah, eux, ils peuvent se permettre d'épargner un petit peu. Ils peuvent, épargner 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 € par mois. Pourquoi? Parce qu'ils gagnent plus de 10 000 €. Ils peuvent gagner de 10 000 jusqu'à 30 000 € par mois. Donc évidemment, quand on gagne 20 000 € ou 15 000 ou 20 000 € par mois, c'est forcé qu'on va pas tout dépenser. On va même si on vit bien, on va dépenser, 10 000 €. Bah, si on a, on va pouvoir économiser 3 4 5 000 € supplémentaires. Donc ça, c'est l'avantage. Mais, à Dubaï, ça reste vraiment difficile à moins d'avoir un salaire qui est supérieur. Je dirais que pour vivre correctement avec une famille à Dubaï, il faut autour de 7 000, 6 000 ou 7 000 € pour vivre avec votre famille. Heu, En France, pour vivre correctement, il vous faut, je dirais, autour de 5 000 €. Donc, vous voyez, il faut 2 000 € supplémentaires pour avoir un niveau de vie à peu près identique à celui de la France dans une grande métropole. Les salaires sont supérieurs, mais comme le coût de la vie est supérieur, ça s'annule. Maintenant, l'Arabie Saoudite, c'est l'avantage. L'Arabie Saoudite, on a des salaires. Vous pouvez avoir un salaire qui est équivalent à celui que vous auriez à Dubaï et supérieur à celui que vous auriez en France, mais vous avez un coût de la vie qui est moins cher qu'à Dubaï et aussi moins de choses, donc moins de moyens de dépenser votre argent. On va dire que Dubaï vous aspire tout votre argent, vous tente, et fait que vous allez dépenser, tout est payant, donc vous allez dépenser énormément d'argent. En Arabie Saoudite, il y a, encore une fois, c'est un pays un peu plus simple, un peu plus, on va dire un peu moins hyper moderne et bling bling et jet set et du coup, vous allez pouvoir économiser davantage d'argent. Même en ayant, je dirais, un salaire de de 15 000 à 20 000 saoudi riyals, eh bien, vous allez pouvoir économiser, peut-être 1 000 € par mois, à partir de 1 000 € par mois et si vous avez plus, ben, si vous gagnez 40 000 saoudi riyals, vous allez facilement pouvoir économiser 2 à 3 000 € par mois. Voilà. La France, c'est un petit peu comme Dubaï pour moi, donc des salaires un peu moins élevés, mais un coût de la vie, qui est quand même assez important, notamment le logement et du coup, tout va passer dans le logement et du coup, vous n'avez quasiment pas l'argent. Ce qui fait que même si vous gagnez un salaire de 4 000 € en France, vous êtes pas à l'abri parce que, avec toutes les taxes qu'il y a, les impôts, que vous avez, l'entretien de votre voiture, votre logement, les vacances, au final, à la fin du mois, il vous reste quasiment rien.
Donc évidemment, les personnes qui gagnent 2 000 € en France, c'est vraiment extrêmement difficile de vivre. Elles sont, on va dire, quasiment en mode, j'ai le je peux juste tenir, mais il m'arrive un petit incident ou un imprévu et je me retrouve dans le rouge. Alors maintenant, concernant l'islam, donc le rapport à l'islam et le fait là je m'adresse davantage aux musulmans qui regardent cette chaîne et qui voudraient comparer entre la France, l'Arabie Saoudite et puis Dubaï. Dubaï, je lui ai mis 14/20. Pourquoi? Parce que vous avez des mosquées partout, même quand vous allez au centre commercial, vous pouvez, aller prier. Et du coup, c'est super sympa en termes de mode de vie. Maintenant, il faut savoir que Dubaï, ils ont une logique de tolérance, vis-à-vis de toutes les religions et notamment et aussi vis-à-vis de gens qui ne pratiquent pas la religion. Du coup, vous avez moins cette atmosphère de piété et de spiritualité. On est plus dans une atmosphère de consommation. Pourquoi? C'est tout simplement parce que les musulmans à Dubaï, ne représente on va dire peut-être 30 de la population, c'est-à-dire un tiers. Alors il y a 10 d'Émiratis et puis je pense qu'après sur les 80 d'étrangers, il y a peut-être la moitié, on va dire peut-être si je suis gentil, on va dire la moitié qui sont musulmans. Ça nous emmène grosso modo, allez, ça nous emmène grosso modo peut-être à un habitant, de Dubaï sur 2 et encore, hein, je suis, généreux, qui est musulman. Et du coup, bon, l'islam, au niveau de la spiritualité, vous avez voilà, vous avez tout. Vous avez des Américains, vous avez, donc et ça, vous quand vous vous promenez dans les malls où vous voyez et vous sentez pas vraiment quand vous vous promenez dans la rue, vous sentez pas forcément cette atmosphère, on va dire, religieuse. En Arabie Saoudite, c'est quand même assez différent. Moi, ce que j'aimais bien en Arabie Saoudite, c'est effectivement mais je vivais à Médine, c'était effectivement que pendant les prières, il y avait beaucoup de commerces qui ferment et on retrouve ça un petit peu dans toute l'Arabie Saoudite. Il y a aussi le fait qu'en Arabie Saoudite, on va dire que grosso modo, on a, facilement, je dirais 90 ou 80 de la population qui est musulmane. Moi, je pense qu'on est autour de 90 parce qu'ils ont beaucoup fait appel à des Indiens, mais des Indiens qui sont musulmans ou alors ils font appel à parce que les Indiens qui sont pas musulmans sont pas forcément attirés par l'Arabie Saoudite. Ils préfèrent aller à Dubaï ou au Qatar et puis ils ont pris beaucoup aussi de personnes du Bangladesh qui sont eux musulmans ou des Pakistanais. Donc en Arabie Saoudite, vous allez être beaucoup plus entouré de musulmans et dans tous les restaurants, dans la vie quotidienne, partout, dans les médecins que vous allez approcher, les commerçants, les enseignants, tout ce petit monde en fait, en général, il est musulman et du coup, vous êtes plus dans votre élément en Arabie Saoudite et puis le dernier élément qui aussi fait que, l'Arabie Saoudite se démarque de tous les autres pays du monde, et même les pays qui sont musulmans, beh, encore une fois, c'est la présence de la Mecque et la présence de Médine. Voilà, ça veut dire qu'en gros, tous les week-ends, vous pourriez envisager, si même si vous ne vivez pas à la Mecque, bien alors si vous êtes à Riyad, c'est un peu plus compliqué, c'est peut-être 1 fois par mois, mais si vous êtes à Djeddah, quasiment tous les week-ends, vous pouvez aller, faire une Ramadan. Vous pouvez faire autant de Ramadan que vous voulez, en gros. Pendant le pèlerinage, non, il faudra, avant, il était possible, moi, quand j'y étais, de faire le pèlerinage sans avoir d'autorisation particulière, à l'arrache. Aujourd'hui, tout est organisé, tout a été planifié de manière à ce qu'il y ait pas de pèlerins qui sont entre guillemets «des pèlerins clandestins». Pourquoi? Parce qu'ils ont des infrastructures qui sont prévues pour par exemple 2 millions de pèlerins et si on laisse, le pèlerinage, on va dire entre guillemets «sauvage», se répandre, c'est-à-dire le pèlerinage qui vient des gens qui viennent d'Arabie Saoudite, qui y travaillent et qui y vont en fait. Eh bien en fait, on augmente le risque d'incidents, comme il y a eu encore, récemment. Hem, la France, islam friendly, c'est tout à fait le contraire. Vous le savez, même, n'importe qui en fait, qui va vous parler de la France, un petit peu aujourd'hui qu'on soit en Afrique ou dans le Golfe ou en Asie, on sait très bien que la France a un problème vis-à-vis de l'islam. On est constamment en train d'utiliser la laïcité, en train de la détourner de son origine pour en faire un instrument contre les religions et notamment contre l'islam. Et aujourd'hui en France, bon, on a 51 de la population qui n'est pas musulmane. Donc en termes d'ambiance, on est plutôt dans une ambiance hostile à l'islam. Donc on n'est pas encore, dans des excès,
parce qu'il est, possible de prier, de il y a des les mosquées, on prie librement et tout ça, mais quand même on sent une pression, et une volonté de diminuer l'espace, de diminuer les libertés individuelles pour les musulmans, pour, faire que l'islam devienne invisible. On essaie d'invisibiliser l'islam et d'invisibiliser les musulmans. Là, la dernière truc en date, j'ai entendu parler donc des footballeurs qui mettaient un collant sous leurs shorts. En fait, ils vont être interdits de jouer. Donc on en est là, en fait, pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des femmes, je pense qu'il y avait des femmes ou il y avait des hommes qui n'aiment pas montrer leurs cuisses et du coup, ils portent des collants et la Fédération française de football a décidé d'interdire ça. J'ai entendu parler aussi d'Emmanuel Macron qui a dit qu'il voulait une énième discussion, ce qu'il appelle une discussion, ce qu'il appelle un débat. En vérité, il y aura pas de débat, un énième débat sur la laïcité, en essayant, à mon avis, ce qu'il va faire, c'est encore une fois de restreindre la laïcité pour avoir un champ de plus en plus, on est de plus en plus dans l'exclusion et de moins en moins dans l'inclusion. Donc non, par rapport à ça, l'islam, en France, c'est vraiment le problème et c'est d'ailleurs, je veux dire, la France, s'il y avait pas ce problème-là, il y a énormément de musulmans, de Français musulmans qui ne souhaiteraient pas quitter la France, parce que la France a énormément d'avantages. Mais ce problème-là, bah, pour un musulman, c'est un problème qui est majeur. À partir du moment où on vous considère comme un corps étranger, où on considère votre religion comme, ne faisant pas partie de la culture et en oubliant que les liens entre la culture musulmane et la culture chrétienne sont extrêmement importants, notamment la question du voile des femmes. On nous dit que c'est contraire à la culture, française, alors que le voile, c'est quelque chose qui a été présent en France. Bien déjà, Marie, la mère de Jésus, portait le voile et puis ça a été présent pendant 2000 ans d'histoire du christianisme en France. Je pense dans les années 50, il y avait encore beaucoup de femmes qui se couvraient les cheveux. Donc la France, depuis, on va dire, une, trentaine d'années, est entrée dans un délire anticlérical, anti-religieux et a fait aussi pour des raisons électorales et aussi parce qu'on a une vision raciale, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, de la citoyenneté. C'est-à-dire que pour être citoyen, un vrai citoyen français, eh bien, c'est quelqu'un qui, n'a pas d'origine africaine. Donc on a ce souci, donc on a un mélange d'ancien, racisme, postcolonial avec, un anticléricalisme qui est, issu de la Révolution française. Ces 2 là se mélangent et puis, vont se focaliser sur l'islam. Donc pour moi, c'est le plus gros inconvénient qu'il y a, à vivre en France et c'est pour ça que tant de Français, musulmans décident de quitter la France. J'aimerais finir avec un dernier critère qui est le confort de vie et l'ambiance. Alors le confort de vie et l'ambiance, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir sortir avec sa femme dans un beau restaurant, dans un bel hôtel, le fait de pouvoir, se promener sur une corniche, le fait de pouvoir, heu sortir le soir, en gros un petit peu le lifestyle. Heu, la qualité de vie dans son ensemble, le chic des hôtels, le chic des restaurants, le chic des quartiers qui sont piétons et j'ai comparé un petit peu, les trois pays et pour moi, le pays qui est le plus, en avance et qui est le plus agréable pour un couple qui veut passer du bon temps et se détendre et puis, passer de bons moments, c'est pour moi, encore une fois, les Émirats arabes unis avec Dubaï en particulier. Bah, tout simplement à cause du fait de l'offre en termes, hôtelière ou en termes de restauration, de gastronomie, la culture mondiale, la propreté partout des rues, le civisme des gens, la qualité du service, dans les hôtels, dans les restaurants, dans les administrations, le sourire un petit peu partout des salariés. On sent que voilà, c'est un pays qui a vraiment une culture du service, une culture du luxe et du haut de gamme et voilà, c'est, encore une fois, ça fait partie des pays où il y a un tel niveau de service qu'on est vraiment à mon avis dans le top 3 ou dans le top 5 de tous les pays du monde. D'accord? Pour, l'Arabie Saoudite, j'ai mis 15, parce qu'effectivement, il y a plein de choses à faire. C'est hyper dépaysant, c'est vraiment sympa quand on est expatrié de pouvoir, sortir, de se promener, de prendre la route pour aller visiter des choses.
c'est vraiment quelque chose aussi de sympa et d'unique. Mais là, encore une fois, rappelez-vous, je parle d'un point de vue d'expatrié qui part avec, sa femme ou avec, sa femme et ses enfants. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai que j'ai kiffé un petit peu la vie en Arabie Saoudite parce que déjà j'avais un salaire qui était supérieur à celui de la France, donc je pouvais davantage de dépenser, je pouvais davantage me faire plaisir. On va dire d'un point de vue matériel, voilà, on vit mieux en Arabie Saoudite ou à Dubaï qu'en France. En France, pour la majorité des Français et pour la plupart des salariés qui font partie des classes moyennes ou des indépendants, c'est-à-dire les professions libérales, qui auparavant avaient, on va dire dans les années, jusque dans les années 80-90, les professions libérales étaient enviées en fait par le reste de la population. Aujourd'hui, on a un gel des salaires, une stagnation des salaires, aussi bien dans la fonction publique que dans le privé. Et puis pour les entrepreneurs, eh bien les impôts en fait. On a l'impression que dès qu'on commence à sortir la tête de l'eau, hop, on nous la coupe pour pouvoir, enrichir l'État. Et on ne sait pas évidemment, où passe tout cet argent, parce qu'on n'a pas l'impression que la France est en train de s'enrichir. On n'a pas l'impression que la France a d'énormes projets. On n'a pas l'impression que la France est en train de se moderniser. On a plutôt le sentiment que la France est en régression par rapport aux décennies précédentes. Donc, un pouvoir d'achat qui est en train de diminuer, des salaires qui sont quasiment identiques à ce qu'on touchait il y a 20 ans, et un coût de la vie qui a explosé, qui a été multiplié par 2 ou par 3. Quand on fait le cumul de tout ça, on se rend compte qu'il y a plus de classe moyenne et ça devient vraiment difficile, voire étouffant de vivre en France et c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de personnes aujourd'hui qui envisagent de quitter la France. Donc ça ne concerne pas seulement la communauté des Français, on va dire musulmans qui ont des diplômes, ça concerne les Français dans leur ensemble qui ont un ras-le-bol, par rapport au coût de la vie en France et par rapport à cette ambiance et cette mauvaise gestion des politiciens qui sont au pouvoir depuis bientôt 2 générations. Alors ça nous emmène à arriver à, la fin, donc on va faire la moyenne et je vous disais que, globalement, si on fait la moyenne, donc j'ai ajouté tout ça, j'ai divisé ça par 7 parce qu'on a 7 critères, ça nous donne 14,5 pour Dubaï. Alors Dubaï pourrait avoir une bien meilleure note, mais Dubaï a 2 points faibles. C'est l'absence de culture et d'histoire et le fait qu'il est très difficile d'épargner. Du coup, l'Arabie Saoudite a des scores qui sont moins élevés, mais est plus équilibrée dans l'ensemble. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite n'a pas vraiment de points faibles. Sauf peut-être les activités pour enfants, mais on l'a dit, c'est en progression. Elle n'a pas le point faible de l'histoire et de la culture, grâce à la présence des 2 lieux saints et elle n'a pas le point faible de l'épargne, parce que le coût de la vie est moins cher en Arabie Saoudite et parce qu'aussi il y a moins de choses, il y a moins de possibilités de consommer son salaire. On a donc l'Arabie Saoudite qui est en première position avec 15/20, juste devant Dubaï. Encore une fois, quand je parle de l'Arabie Saoudite, je parle des très grandes villes, c'est-à-dire de Riyad et de Djeddah. Et puis, on a, la France qui a un score de 13/20 et notamment à cause de 3 éléments qui font chuter sa moyenne. C'est les salaires qui sont très bas par rapport au niveau de qualification. Même si vous avez un bac+5, bah, vous allez toucher autour de 2 500 à 3 000 € maximum. C'est pas grand-chose en fait en France pour s'en sortir et donc ça devient vraiment difficile financièrement. Le deuxième point, beh, ça c'est très lié puisque c'est la difficulté qui a épargné et puis, ben, ce qui fait aussi chuter la note de la France, puisque la France est en dernière position dans ce classement, c'est évidemment le rapport vis-à-vis de l'islam qui crée un sentiment d'intolérance, qui crée une tension entre les citoyens dans la société, qui crée une atmosphère, nauséabonde, qui est propagée par les médias et par la plupart des hommes politiques. Tout ça, ça fait, chuter la France. Donc on voit que la France, par exemple, a un énorme potentiel grâce aux activités pour enfants, grâce à sa culture et à ses infrastructures, mais est en train de se tirer une balle dans le pied par rapport au niveau de vie de la classe moyenne, par rapport à la difficulté à épargner et puis le fait de sa relation, notamment avec l'islam. Cet anticléricalisme qui devient insupportable. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce comparatif. J'ai essayé de le faire le plus, objectif possible et je vous invite, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente que j'avais fait sur l'Arabie Saoudite, entre le comparatif Arabie Saoudite, Dubaï et puis, le Qatar. Je parle souvent de Dubaï, j'ai pas parlé des Émirats parce que, quand on parle des Émirats arabes unis,
en général de Dubaï. Et évidemment, si vous avez un projet d'expatriation professionnelle ou un projet de création de business et vous avez besoin d'un coup de main, eh bien, je propose soit du coaching, soit une formation qui s'appelle Saudi Expat, qui va bientôt s'appeler Golf Expat parce qu'elle va concerner tous les pays du Golfe. Donc si ça vous intéresse, vous cliquez sur les liens ci-dessous et on se retrouve dans 2 jours pour une autre vidéo. Ciao et salam alaikum.